Ce type de panneau à l'entrée des grandes villes devrait bientôt disparaître. Députés et sénateurs viennent de voter pour la suppression des ZFE dans le cadre de la loi de simplification économique défendue par les LR et le RN. Les véhicules les plus polluants pourront à nouveau rouler dans les centres-villes. Ce Lyonnais au volant de sa vieille voiture est soulagé. La ville doit être partagée à tout le monde. D'autres s'inquiètent. C'est important pour moi de savoir que quand je fais du vélo, je respire pas de l'air trop pollué. En France, chaque année, 40 000 morts prématurées seraient directement liées à la pollution de l'air. Une pollution que l'on retrouve également dans les sols et dans l'eau. Derrière la carte postale, sur les bords du lac d'Annecy, France Nature Environnement alerte sur les risques liés à l'abrasion des pneus sur des axes routiers très fréquentés. On a de nombreuses substances toxiques, par exemple le diphénylguanidine ou le 6-PPD. On les retrouve dans l'air, dans l'eau du lac, dans l'eau potable et dans l'urine aussi des Annéciens. Les alertes sanitaires se multiplient, notamment contre les PFAS, des polluants éternels utilisés par les industriels. Ceux qui les rejettent dans l'eau devaient être taxés, mais cette redevance est reportée. Comme s'il y avait urgence à ne rien faire, une proposition de loi écologiste sur la contamination au cadmium a elle été reléguée en toute fin d'ordre du jour au risque de ne pas être débattue le mois prochain. Et pourtant, l'Agence de sécurité sanitaire alerte sur la surexposition des Français au cadmium dès le petit déjeuner. Ce métal lourd cancérigène est présent dans les céréales, les pâtes ou les pommes de terre, une vraie bombe sanitaire selon les médecins. Ça va de l'insuffisance cardiaque jusqu'à l'insuffisance rénale, des cancers et en particulier le cancer du pancréas. C'est une contamination qui se fait par voie alimentaire, par des engrais phosphatés, donc qui sont massivement importés donc en France. Alors comment limiter la pollution pour préserver notre santé et surmonter les réticences des industriels, des politiques ou de l'opinion publique ? Nos trois invités, Anne Sénéquier, bonsoir. Vous êtes médecin et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale de l'IRIS. Vous avez publié récemment Géopolitique de la santé. Et selon vous, le lien entre pollution et santé est incontestable. La pollution de l'air, par exemple, tue beaucoup, ajoutez-vous, mais elle tue à bas bruit. Or, on se mobilise plus facilement contre un danger visible que contre une pollution ou une menace statistique. À côté de vous, Kevin Jean, bonsoir, épidémiologiste et enseignant à Normale Sup, l'école Normale Sup de Paris. Dernier essai à notre santé, c'est à propos du changement climatique. Selon vous, sur les questions de pollution, il ne faut pas se voiler la face, il y a des intérêts industriels considérables qui savent s'organiser pour semer le doute à propos des effets sanitaires et pour repousser la mise en place de solutions pérennes. Et à côté de vous, Arnaud Gossement, bonsoir, avocat en droit de l'environnement, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Selon vous, Arnaud Gossement, beaucoup de politiques considèrent que la priorité absolue, c'est le pouvoir d'achat et que l'environnement est un obstacle à ce pouvoir d'achat. Pourtant, lorsqu'il y a la volonté d'appliquer des mesures adaptées, les progrès peuvent être spectaculaires. On en évoquera un ou deux au cours de notre débat, mais on démarre, Benjamin, avec le chiffre du jour. Oui, un chiffre anxiogène. La pollution atmosphérique est responsable de 4 200 000 décès prématurés par an dans le monde. Chiffre de l'Organisation mondiale de la santé. Rien que pour la France, la pollution de l'air est à l'origine de 40 000 décès prématurés donc par an. Anne Sénéquier, la pollution de l'air, c'est une problématique de santé mondiale aujourd'hui ? Oui, complètement partagée par tous les continents. Et c'est vrai que ce qu'on aime aussi mettre en avant, c'est que l'OMS justement a des normes justement à ne pas dépasser dans un environnement urbain. Et globalement, la totalité des villes de notre planète dépasse allègrement cette norme. Et on l'a vu, ne serait-ce qu'avec Téhéran aussi, la géographie change aussi cette pollution. Parce que Téhéran est un peu comme Grenoble, entouré par des montagnes dans une cuvette, avec une pollution qui a du mal à s'évacuer. Donc ça va créer un dôme de pollution au-dessus de la ville qui va exacerber justement les conséquences sanitaires qui en résultent. Kevin Jean, le lien entre pollution et maladie est incontestable, avéré scientifiquement. Donc il est reconnu 40 000 morts en France. Il est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. 40 000 décès par an en France pour les seules particules fines. On sait qu'on a des décès liés à d'autres polluants également. À l'échelle de régions comme l'Île-de-France ou les Hauts-de-France, c'est environ 10% des décès. On attribue 10% des décès prématurés à la pollution de l'air. Et ça, c'est cohérent. On est dans ces ordres de grandeur-là dans beaucoup de régions du monde. Donc oui, ce lien, il est avéré. On le voit également
également, donc on parle de décès, mais également en perte de qualité de vie. C'est une cause de maladie chronique. On estime à peu près qu'à 20% les cas d'asthme de l'enfant qui sont attribuables à la pollution de l'air. Arnaud Gosselin, cette pollution, elle est consubstantielle à l'industrialisation ? Pas que, mais oui, notamment. Lorsqu'on parle de pollution, en fait, c'est l'un des problèmes de dégradation de l'environnement. En fait, il faudrait parler de toutes les atteintes à l'environnement, de tous les déséquilibres de l'environnement. C'est ce dont on parle, en tout cas dans la charte de l'environnement, toutes les atteintes à tous ces équilibres. Il y a évidemment l'introduction de polluants, de déchets, de substances chimiques, mais il y a aussi le fait, par exemple, de diminuer la population des vertébrés dans le monde, quand même moins 73% depuis 1970. Et ça aussi, ça va avoir des conséquences peut-être moins immédiatement identifiables, peut-être plus diffuses, mais tout aussi dangereuses pour notre santé, notre condition de vie et notre confort de vie aussi. Alors, on va se reporter à une archive, vous allez voir, très spectaculaire à propos de la pollution de l'air et des effets qu'elle peut avoir. Décembre 52, on est à Londres, et Londres se retrouve plongée sous un épais brouillard pendant plusieurs jours à cause d'un anticyclone et de la pollution liée au chauffage au charbon. Regardez. This is the worst fog in London's history. Even the traditional fog flares do little against the smoke-laden blanket 500 feet thick. With transportation crippled, even members of Parliament sleep at their desks. In one case, after an ambulance reached the scene of an accident, it took doctors half an hour to find the injured man. After 6 paralyzing days and nights, the fog lifts, leaving behind a bill of $20 million. 20 millions de dollars et puis 2000 morts en 6 jours. Anne Sénéquet, tout de même, on a fait des progrès depuis. On n'est plus dans cette situation. Il y a une prise de conscience à ce moment-là, non ? Absolument, mais ce qui est intéressant dans cette archive, c'est qu'elle met la pollution de l'air qui est dans une temporalité longue, généralement c'est une menace statistique, mais ça ne tue pas ici, maintenant et très rapidement. Là, dans une temporalité courte, on est dans le choc justement de la pollution. C'est foudroyant là. Tout le monde est bloqué, tout le monde est impacté, et l'impact sanitaire et économique est véritablement exacerbé. Et c'est ça qui met en lumière finalement la problématique. Aujourd'hui, on a pris cet élément-là de quelques semaines, mais on l'a étiré, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors on dit, mais on a une résilience et des environnements et de nos corps, de notre physiologie humaine. Mais malgré tout, en 2026, on arrive quand même dans cette temporalité de l'humanité assez particulière, parce qu'on a déjà traversé cette temporalité de résilience et on arrive peut-être au bout d'une impasse, au bout de nos capacités d'adaptation, et on est véritablement impacté, tant par la pathologie que par la qualité de vie au quotidien dans ces villes. Arnaud Gosselin, il y a quand même une contradiction. On va voir ces deux sondages. 51% des Français, donc une majorité d'entre eux, se disent très inquiets concernant la pollution de l'air. Et en même temps, 63% sont défavorables aux ZFE, donc les fameuses zones à faible émission, qui viennent d'être supprimées. Comment vous expliquez cette contradiction ? Alors, elles ont été supprimées d'une manière tellement démagogique qu'elles vont peut-être être rétablies dans 2 semaines par le Conseil constitutionnel, ce que je pense, et ce que la plupart des politiques d'ailleurs savent parfaitement. Moi, franchement, je serais à la place des Français, je serais aussi contre les ZFE, vu ce qu'on en a dit. Parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est ce qui s'est passé avec les ZFE. On a tellement raconté absolument n'importe quoi, que c'était un dispositif anti-voiture, qu'on n'allait plus pouvoir rouler, que les plus pauvres étaient affectés, etc., etc. Il y a eu une telle désinformation sur les ZFE que je peux comprendre ce sentiment de rejet. Il faudrait avoir une meilleure information des Français pour qu'ils s'expriment. Ça avait été fait d'ailleurs sous forme de démocratie participative, les ZFE au départ. C'était des rencontres entre les citoyens, les édiles. Ça fait depuis à peu près début des années 2000 qu'on parle des ZFE. Ouais. Avant, c'était les APA, les zones d'action prioritaire pour la qualité de l'air. Ensuite, ça a été les ZFE. Le Parlement a un nombre incroyable de fois parlé du sujet. La conférence citoyenne sur le climat aussi. Oui, il y a eu de la démocratie participative sur ces questions. Et surtout, on sait que ça marche. Rappelez-vous quand même qu'à Paris, en 10 ans, un quart de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Les ZFE, ce n'est pas les émissions de gaz à effet de serre, ce sont les polluants routiers. Divisé par 2 quand même cette pollution de l'air en 10 ans aussi. Donc ça marche les ZFE. Et à tel point que le Conseil d'État en 2025 a donné quitus à l'État français parce que justement il avait mis en place ces ZFE qui avaient permis de baisser la pollution de l'air et d'être enfin en accord avec le droit de l'Union européenne. Et au moment où on veut faire des économies, en fait le coût de la pollution de l'air c'était 100 milliards d'euros en 2015.
2015, c'est 28 milliards, donc ça a considérablement baissé. Mais pour autant, ça n'a pas d'écho dans l'opinion publique. Effectivement, ce sont des résultats qui ne sont pas toujours perçus dans l'opinion publique. Et on va présenter les ZFE sous l'angle des coûts, de ce que ça coûte en termes de mobilité, en termes de restrictions réelles ou supposées. Pour certains, ça voulait quand même dire qu'ils devaient changer de véhicule. C'est vrai, mais dans beaucoup moins de métropoles que ce qui n'a été annoncé. Il y a quand même cet enjeu-là. Et c'est une mesure de régulation qui n'est peut-être pas assez venue avec des mesures de développement d'alternatives également. Et ça, c'est aussi peut-être un problème sur la conception de la mesure plutôt que transport public, transport actif également, mobilité active, marche et vélo par exemple. Qu'est-ce que vous appelez mobilité active? De la mobilité qui se fait à l'énergie musculaire en fait. C'est ça, le vélo mollet et la marche. Exactement. Vélo électrique aussi. Vélo électrique aussi. Ah d'accord. Ça exclut la trottinette. D'accord. Et qui, d'un point de vue de santé publique, sont une super alternative parce qu'elles permettent là aussi de lutter contre un autre fardeau pour la santé qu'est l'inactivité physique. Et donc, dans certaines villes, ça s'est fait en développant des infrastructures également qui permettent ces mobilités actives. On ne parle pas que de choix individuels. On peut se rendre sur son lieu de travail ou déposer ses enfants à l'école si on a les infrastructures sécurisées pour y aller à pied ou à vélo. Alors, on va évoquer les mobilisations avec vous. Anna, Respire, il y a de l'espoir, pourrait-on dire, puisque pour la première fois en France, une association attaque en justice l'État français pour pollution de l'air. C'était fin janvier, l'association Respire a déposé un recours collectif contre le préfet d'Île-de-France pour non-respect des seuils de qualité de l'air en région parisienne. La directive européenne de 2008 a fixé des seuils annuels de pollution atmosphérique à ne pas dépasser, 25 microgrammes par mètre cube pour les concentrations en particules fines, 40 pour le dioxyde d'azote. Et en 2025, ce dernier a été dépassé en Île-de-France, on le voit sur cette carte. L'avocat de Respire, Julien Bayou, ancien dirigeant d'Europe Écologie Les Verts, réclame donc au juge de contraindre l'État à respecter ses engagements. Celui-ci aura donc 6 mois pour proposer toutes les mesures nécessaires sous peine d'une astreinte de 300 000 € par mois. Anne Sénéquier, est-ce qu'il faut ce type d'action en justice contraignante pour forcer l'État à agir contre la pollution selon vous ? Disons qu'il faut arriver à amener un intérêt à l'État justement pour bouger. Et c'est vrai que quand on lutte contre les pollutions, en fait, on va avoir des contraintes maintenant pour une diminution du risque de demain. Et c'est ça qui est compliqué. C'est complètement non adéquate avec le temps politique qui est, lui, sur un temps court. Et presque, quelque part, cette protection et de l'environnement et du sanitaire, il y aurait besoin vraiment de l'inscrire dans la Constitution pour que ça ne pâtisse pas de l'alternance démocratique qui est nécessaire. Mais c'est vrai qu'on le voit, ce qui se passe aux États-Unis aussi, où on a cette sécurité sanitaire et sécurité environnementale qui a explosé en plein vol avec l'arrivée du président Trump. Donc aujourd'hui, oui, on a besoin peut-être que la société civile, finalement, monte au créneau. Mais c'est à divers niveaux. C'est l'industrie, c'est le système politique et le système économique aussi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup plus de subventions, justement, à des systèmes qui vont créer des pollutions, qui vont créer des dommages à la biodiversité, que de systèmes économiques qui vont être incitatifs à la protection. Donc tout le système, aujourd'hui, amène à cette pollution et à s'en décharger à côté, chez le voisin ou pour la génération suivante. Arnaud Gosselin, ça peut aboutir, ce type d'action en justice ? Oui, alors il y a eu plusieurs procès précédents. Ce n'est pas la première fois. La plus grande action, c'est les Amis de la Terre qui l'avaient menée en 2015. Pendant 10 ans, le Conseil d'État a braqué un projecteur sur l'État en le condamnant à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard pour se mettre au carré avec la réglementation européenne, cette directive que vous avez citée. Ça a marché. Au début du contentieux, on a à peu près 13 zones administratives de surveillance, des zones polluées, cartographiées comme telles. On n'en a plus que 3 à la fin, avec, note le Conseil d'État en avril 2025, une tendance baissière. Problème, c'est qu'effectivement, oui, sauf qu'il note que c'est grâce aux ZFE. Et donc là, comme on est en train de remettre en cause les ZFE, si ça se trouve, peut-être qu'on va se retrouver à nouveau devant des juges. Qui n'est pas non plus la panacée, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, il y a une autre source de pollution dont on parle beaucoup, c'est les PFAS. Faut-il les limiter en taxant les industriels ? Oui, mais plus tard. Écoutez le ministre délégué chargé de la transition écologique. L'essentiel, c'est d'abord de lutter contre les rejets de PFAS. S'agissant de la redevance, celle-ci verra bien le jour 1er septembre 2026, après une période de consultation qui était indispensable et nécessaire, à la fois parce que les entreprises devaient provoquer des tests pour pouvoir s'y conformer, mais également pour éviter toute forme de confusion juridique dans son entrée en vigueur. Kevin Jean, alors cette redevance sur les polluants éternels, les PFAS, donc, est repoussée de 6 mois en septembre, c'est 10 000 molécules.
En même temps, on peut imaginer qu'il faut un peu de temps pour les industriels pour s'adapter tout de même. Est-ce que ce n'est pas du pragmatisme ? Du pragmatisme, je ne sais pas. Enfin, les décisions et la toxicité sur les PFAS, ces décisions-là, elles sont dans les tuyaux. Enfin, elles sont sur la table depuis un moment. L'argument du temps pour s'adapter, on l'a quand même beaucoup entendu. Donc, est-ce que c'est du pragmatisme ou est-ce que c'est une manœuvre dilatoire ? Ça, c'est-à-dire des lobbies, du lobby industriel. Comment vous l'expliquez ? On connaît en tout cas les tactiques des lobbies. Sur ces questions. D'abord, nier le problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une première phase. Ensuite, il y a peut-être un problème, mais il n'est pas de notre faute. Et puis la troisième phase, quand finalement on est devant toutes les preuves, c'est de dire, d'accord, on reconnaît, on a peut-être fait une erreur, mais là, il va nous falloir du temps. La troisième phase, c'est le temps, gagner du temps. C'est ce qu'on a observé, ça s'est observé sur le lobby du tabac, ça s'observe sur le lobby des énergies fossiles. Ce sont les mêmes stratégies. Et donc là, encore une fois, le même message de dire, il va nous falloir du temps pour nous adapter, pour trouver des alternatives et repousser toujours l'échéance. Ça se fait encore une fois au détriment de la santé de nos concitoyens. Mais il n'y aurait pas une vision pragmatique, presque cynique de la part des pouvoirs publics qui pourrait se dire, mais ça nous coûte encore plus cher d'un point de vue des dépenses de santé publique, la pollution, que ce que ça rapporte. Enfin, si on ne met pas en place des mesures, et on ne pourrait pas essayer de les convaincre de ce point de vue-là. Transversale, effectivement, parce qu'on pense faire une économie en ne s'attaquant pas à la problématique des pollutions aujourd'hui. Mais en fait, c'est une économie qui est finalement, on invisibilise le fait que les coûts se retrouvent ailleurs, effectivement, sur la charge du monde de la santé, sur l'environnement également. Mais cette transversalité, aujourd'hui, elle est vraiment primordiale. Et c'est vrai que là, on est à une semaine du sommet One Health qui s'est tenu à Lyon, sous la présidence française du G7, et qui promeut justement à l'international la croisée des chemins entre la santé humaine, santé environnementale et santé animale. Et quand on entend en interne avoir cette fin de vie des ZFE, que la loi du plomb nous ressort encore avec une nouvelle version, c'est vrai que tant qu'on n'a pas cette cohérence en interne, on ne peut pas porter ça à l'international. Et pour autant, on en a besoin, parce que véritablement, les challenges du XXIe siècle nous poussent véritablement toujours plus dans cette direction. On a encore une autre source de pollution qui est d'actualité, c'est le cadmium. Beaucoup d'aliments que nous consommons au quotidien en contiennent, les pommes de terre, les pâtes, les pains, mais en même temps, là aussi, Arnaud Gossman, ça prend du temps tout de même de se débarrasser de ce métal lourd cancérigène, puisque c'est quand même notre alimentation du quotidien. Oui, bien sûr. Une réalité. Alors là-dessus, je suis assez confiant parce que l'attention pour l'alimentation est assez forte chez les Français. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les pollutions qui ne se voient pas. Celle-ci en est une belle. Mais les pollutions qui ne se voient pas, par exemple, hier à l'Assemblée nationale, on a beaucoup reculé sur un sujet essentiel qui a été qualifié de principale menace écologique pour le territoire, l'artificialisation des sols. On a des sols. Le sol, d'abord, c'est le vivant qui vit sous nos pieds. Et ces sols, effectivement, sont de plus en plus artificialisés. 25 000 hectares chaque année disparaissent sous le goudron, le bitume sont artificialisés. On a quasiment plus aujourd'hui de sols artificialisés que de sols naturels et agricoles. Donc, il faut absolument stopper cette artificialisation. Le problème, c'est qu'hier, effectivement, le Parlement est revenu sur l'ambition de stopper cette artificialisation. Cela est construire des logements aussi. Il faut construire des logements, mais là, lutter contre l'artificialisation, c'est dans les espaces naturels, agricoles et forestiers. Il reste tout ce qui est gris, tout ce qui est déjà urbanisé, tout ce qui est les zones à urbaniser ou déjà urbanisées. Donc très sincèrement, il y a largement de quoi faire pour construire intelligemment. Aller construire sur des zones agricoles alors qu'on a des problèmes de souveraineté alimentaire, c'est un peu stupide. Aller construire là où on a déjà construit, c'est un peu plus intelligent quand même. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna, le feu de cheminée, c'est pas bon pour la santé. Non, ça réchauffe, ça crépite, c'est agréable, mais le chauffage au bois est un contributeur majeur à la pollution de l'air, a alerté l'ANSES dans une note publiée la semaine dernière. Aujourd'hui, plus de 7 millions de Français utilisent une cheminée, un poêle ou une chaudière à bois pour se chauffer en période hivernale, et essentiellement dans les régions du sud, de l'est, les régions montagneuses et en Île-de-France, sauf que le bois de chauffage, quand il brûle, ça forme des résidus de charbon, de goudron et des composés volatiles qui contribuent à plus de 70% à la concentration en particules organiques dans l'atmosphère, ce qui a bien sûr des conséquences néfastes sur la santé respiratoire et cardiovasculaire. Donc pour lutter contre cette pollution, certaines communes, tout de même, en France, ont interdit depuis le début de l'année l'usage de cheminées à foyer ouvert en Isère et notamment dans l'agglomération lyonnaise. Kevin Jean, est-ce que vous pensez qu'il faudrait généraliser l'interdiction de toutes les cheminées partout en France ?
Alors là encore, l'enjeu ne peut pas se contenter d'interdire seulement. L'enjeu, c'est de proposer des alternatives. Il y a des programmes qui permettent de remplacer des cheminées à foyer ouvert par des poêles à haute performance, qui permettent en plus de consommer moins de matière, enfin moins de bois en l'occurrence, et de réduire largement les émissions de polluants. Il y a des questions qui se posent en zone urbaine dense, où effectivement, là, avec une cheminée mal calibrée, quelque part, on peut polluer des populations assez larges et assez importantes. Il y a eu quand même des progrès, Anne Sénéqui. L'interdiction de l'essence au plomb, c'est 1 200 000 morts par an en moins. Le trou de la couche d'ozone, on en parlait dans la fin des années 90, a été comblé grâce à la fin des CFC dans les aérosols. Donc oui, il y a des choses qui ont été faites. Donc on peut aller assez vite finalement, non ? Pour résorber nos problèmes plus rapidement. On peut aller assez vite quand tout le monde est impacté de la même manière. Et le trou de la couche d'ozone avait cette universalité qui était intéressante. Et d'autre part, ces gaz incriminés, on avait déjà les remplaçants. Donc il y avait quand même déjà des possibilités techniques et chimiques qui pouvaient remplacer. Donc ça a été d'ailleurs à la genèse de la gouvernance de l'environnement avec le protocole de Montréal, sur lequel on s'est basé sur la suite, où on se dit que finalement se mettre autour de la table et signer un accord, ça suffit. Et en fait, on se rend bien compte en ce moment, avec la difficulté qu'on a de porter l'accord de Paris et tous ces autres accords sur la protection de l'environnement, que malheureusement ça ne suffit plus. Il faut aussi considérer la fragmentation de notre environnement international aujourd'hui et les intérêts divergents. Parce qu'en termes de pollution, l'Occident s'est beaucoup déversé justement sur les pays du Sud, que ce soit les déchets électroniques, que ce soit les déchets radioactifs ou ménagers. On a comme ça des pays qui sont complètement envahis par nos déchets et où on a véritablement une injustice environnementale de ces pays qui ne sont pas calibrés et qui n'ont pas les infrastructures pour gérer ces déchets, et des États du Nord qui cherchent toujours une façon de déléguer et de disposer de la pollution ailleurs. Arnaud Gosselin, on a quand même fait des progrès ou pas, pour finir sur une touche. Le recyclage notamment, on est quand même bien avancé, non ou à pas, mon grand âge, quand on regarde les choses sur une longue période, et ça rend optimiste. Par exemple, si vous regardez les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, elles ont baissé d'à peu près 31% depuis 1990 en France et dans l'Union européenne, sans toucher la croissance économique. Tout à l'heure, je vous parlais de l'artificialisation des sols. Je vous ai dit, il en disparaît 25 000 par an. Mais avant 2010, c'était 56 000, donc c'était encore pire. Donc si vous regardez les chiffres, ça va plutôt un peu mieux. Et puis il y a des systèmes, notamment financiers, qui se mettent en place, par exemple d'économie circulaire, que ce soit sur les emballages, les équipements électriques et électroniques, etc. Vous avez 21 familles de produits sur lesquels on prélève une éco-contribution pour prévenir les déchets, mieux collecter, mieux traiter. Donc oui, je pourrais vous faire une liste très très longue de tout ce qui va mieux. Mais il a fallu 50 ans pour en arriver là, donc il faudrait accélérer un petit peu. C'est mon âge, merci. Mais le sujet est sur la table. Très bien. En tout cas, sur les progrès, on a également des progrès dans la réglementation qui visent, cette fois, pas forcément les habitants ou les citoyens, mais les industriels. La réglementation sur les moteurs, sur les normes d'émissions de polluants des moteurs, est quelque chose qui a très largement contribué à l'amélioration de la qualité de l'air en Île-de-France, notamment, ou dans d'autres régions. Merci pour cette petite note d'espoir absolument nécessaire. Merci à tous les trois d'être venus débattre.